Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Eh bien écoute, aujourd'hui on a la chance de recevoir Kamel pour parler de audio, digital audio plutôt. Avant de parler de cette belle thématique, Kamel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonsoir, bonjour à vous et merci de me donner la chance d'échanger avec vous sur ce beau sujet qui est l'audio digital dans lequel j'évolue depuis quelques temps désormais. Donc je m'appelle Kamel, j'ai 32 ans et j'ai monté Audion, qui est une adtech spécialiste de l'audio digital que j'ai créé il y a exactement 1 an et demi maintenant, c'était en janvier 2018, avec Arthur Larrey qui est mon cofondateur. Et donc pour la petite histoire, Arthur vient du monde des agences médias, il est passé par les principales agences du secteur, Havas, WPP, Publicis. Et moi pour ma part, je viens du monde de la radio, j'étais sales en radio, j'ai bossé chez Energy, chez Skyrock et également chez Next Radio Télé où j'étais commercial annonceur sur BFM Business. Ah, forcément, ça fait un beau duo pour monter une boîte d'audio digital. Justement, enfin c'est super intéressant. Est-ce que tu peux donner des métriques et faire une overview en fait du monde de l'audio digital ? En fait, l'audio digital, c'est quoi ? C'est une catégorie, c'est un support dans lequel on va retrouver plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories. Dans l'audio digital, on va d'abord traiter de plateformes de streaming. Les principales, vous les connaissez. Il s'agit de Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. On va également parler de web radio. On va également parler d'agrégateurs audio. Les agrégateurs audio, c'est quoi ? Ce sont des applications qui vous permettent de retrouver des flux audio, principalement radio. Et donc demain, je veux écouter RMC, RTL, une des marques radio disponibles que j'apprécie, je peux aller sur une application pour écouter le flux directement. Les principales, ce sont TuneIn et Radioline sur le marché français, mais elles sont également disponibles à l'international. Et donc, on retrouve également le podcast, dont on entend énormément parler en ce moment. Et donc le podcast a lui-même plusieurs sous-catégories dans lesquelles on va retrouver le replay radio, donc les podcasts issus des marques radio traditionnelles. On va retrouver les podcasts natifs, donc ce sont des structures indépendantes qui vont créer du contenu totalement délinéarisé qui est disponible uniquement en digital. Et puis on va retrouver les podcasteurs indépendants. C'est vous, moi par exemple. Je veux traiter d'un sujet qui me passionne. Je m'achète un micro, j'enregistre et je crée mon propre podcast que je vais diffuser sur les principales plateformes de diffusion que sont Apple Podcasts, Google. Aujourd'hui, Deezer, Spotify aussi, qui agrègent du contenu sur lesquels on peut écouter plateformes sur lesquelles on peut écouter des podcasts. Et puis des applications qui se sont créées récemment aussi, comme Sibel, Magellan ou encore Toutac, qui permettent là encore d'avoir accès au contenu disponible sur flux RSS. Alors, on voit bien qu'il y a une diversité finalement de modes de distribution de ces spots pub audio finalement. Est-ce que tu as de la donnée à partager avec nous sur un pourcentage par exemple d'utilisation d'investissement entre le spot pub radio classique et ce qui passe par l'audio digital ? Là-dessus, j'ai une métrique qui est assez parlante. Donc c'est la comparaison donc en pourcentage des investissements radio traditionnels versus audio digital. Donc audio digital au sens large. Sur le marché français en 2018, aujourd'hui on a, donc sur 2018 on a 0,90% des investissements qui sont effectués en audio digital. Donc 99,10% sur de l'audio traditionnel, de l'audio classique, de la radio, donc du offline. Là où la consommation, et c'est là qu'on observe un certain paradoxe, là où la consommation se fait à 39%, donc la consommation audio va se faire à 39% sur un support digital, et 60,20% sur le poste de radio traditionnel. Donc on a un espèce de déséquilibre entre la consommation et les investissements, un déséquilibre qui commence à être comblé sur les nations anglo-saxonnes qui ont toujours un petit temps d'avance sur le marché français. Aux États-Unis, on est un petit peu plus équilibré, au UK également, où les investissements sont plus importants. Je vais vous donner un chiffre très simple. Le marché UK, le marché de l'audio digital au UK, représente 100 millions d'euros.
là où le marché français est compris entre 6 et 12 millions d'euros à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc on a vraiment un écart qui est assez dingue. Là où les impressions disponibles, et donc lorsque je parle d'impression, c'est vraiment l'audience disponible en audio digital en France est équivalente au UK. Donc on a ces paradoxes qui sont latents, qui sont toujours là depuis quelques années, mais qui commencent à être relevés par les éditeurs premièrement, parce qu'ils sont à l'initiative sur le marché via les contenus qui sont distribués sur le marché, des contenus de grande qualité qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming, qu'on peut retrouver chez les radios traditionnelles qui se mettent pas mal à faire du podcast. On le voit aujourd'hui, que ce soit RTL, RMC, Europe 1 qui lancent leur propre studio de création de podcasts, en plus de mettre à disposition du plus grand nombre leur flux audio classique. Et avec des sociétés comme la nôtre, comme Audion, qui essayons au milieu de tout ça de porter de l'innovation autour de la technologie pour permettre d'avoir des campagnes publicitaires innovantes et qui vont permettre demain, enfin qui permettent aujourd'hui d'intégrer de la data à des fins de ciblage, à des fins de mesure, de pouvoir personnaliser des spots en fonction du contexte de l'auditeur. C'est des choses qu'on essaie d'apporter et qui vont permettre comme ça de faire avancer ce marché. Alors, on parle de quel format en fait, publicitaire ? Alors, sur l'audio digital, de manière totalement classique, on va parler de formats qui sont assez similaires à ce qu'on retrouve à la radio. Et là, pour le coup, je mets le podcast de côté. Je parle vraiment de plateformes de streaming, web radio, etc. On va pouvoir appliquer des spots de 20 secondes, très classiques, ce qu'on retrouve sur la radio. Et d'ailleurs, on le voit, nous, chez nous, sur des plans qu'on va jouer chez Audion pour nos annonceurs. On va avoir à peu près 60-70% des spots qui vont être récupérés, des spots radio qui sont joués par les annonceurs. Mais par contre, on peut aller plus loin sur ces formats, c'est-à-dire que, je le disais auparavant, aujourd'hui, on est capable d'appliquer de la DCO. Et donc la DCO, c'est quoi ? C'est la Dynamic Creative Optimization. Et c'est comment demain je suis capable d'aller optimiser et personnaliser un spot en fonction du contexte de l'auditeur. Où là, on va se retrouver non plus sur un spot de 20 à 30 secondes très classique, mais un spot de 15 secondes, un corps de spot de 15 secondes sur lequel on va aller appliquer des variables qui vont s'adapter en fonction du contexte de l'auditeur. Sa géolocalisation, la météo, mais là vous voyez dehors, il pleut par exemple, mais potentiellement je peux recevoir un spot qui va m'indiquer à l'intérieur de la créa, aujourd'hui il pleut, tout simplement. Tu nous mentionnes la géologue, la météo. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de données que tu peux utiliser pour personnaliser le centre d'intérêt ou des choses comme ça, peut-être de la third party ? Alors là-dessus, ce sont des choses qui sont assez compliquées sur la third party. Disons que toutes les notions liées à la géologue sont activables très facilement et je vais t'expliquer pourquoi c'est très compliqué. Les API en open source le sont aussi. La problématique qu'on va avoir au niveau de la third party, elle va surtout être créative. C'est comment j'arrive à adapter un spot en fonction d'une donnée de consommation par exemple. Aujourd'hui, la data est très présente en audio digital. En revanche, on est sur des inventaires qui ne sont pas aussi poussés que ce qu'on peut avoir sur du display ou de la vidéo. Et automatiquement, si j'essaie d'appliquer un modèle de DCO via de la third party, je prends le risque de me retrouver avec une campagne avec peu d'inventaire et donc une campagne qui sera moins impactante. Et tu as des annonceurs types aujourd'hui qui réorientent, j'imagine, leur budget radio classique vers l'audio. Quel type d'annonceur se réoriente éventuellement ces budgets ? Ouais, tu le dis, tu donnes la réponse dans ta question en fait. Tu parles d'annonceurs radio et évidemment les principaux annonceurs qui vont aller sur de l'audio digital sont historiquement des annonceurs radio. Donc automatiquement, il va y avoir une part de leur budget qu'ils vont donc investir sur ce support. Au même titre que la vidéo par exemple ou le display où les annonceurs il y a quelques années de ça prenaient des pockets sur la télé par exemple pour les mettre sur de la VOL ou sur de l'affichage pour les mettre en display. Aujourd'hui sur cette typologie d'annonceurs là, et ce sont principalement les retailers, on observe à peu près la même chose. Une pocket, de la radio qui va partir sur de l'audio digital. Mais derrière,
On a aussi des annonceurs qui ne font pas de radio à la base et le chiffre que je vous donne, il est propre à Audion, ce n'est pas un chiffre marché. Mais chez nous, on a à peu près 70 à 80% des annonceurs qui communiquent chez Audion qui n'ont jamais fait de radio auparavant. Et même mieux, qui n'ont jamais fait d'audio digital. Donc on se rend compte d'un truc, c'est que l'audio digital a un réel attrait pour n'importe quel annonceur au final. Alors super clair, merci beaucoup. Techniquement, comment on fait de la publicité en audio digital ? Le premier moyen, il va être donc en gré à gré. C'est-à-dire que demain, je suis une agence média, un annonceur. Je veux faire une campagne audio digitale pour mon client. Je vais en gré à gré contacter les différents éditeurs qui proposent de l'audio digital. Et donc, par OI par OI, éditeur par éditeur, je vais mettre en place ma campagne. Donc ça, c'est le moyen, disons, traditionnel de faire, mais qui prend du temps pour les équipes, qui ne leur permet pas donc d'agréger un maximum d'inventaire et de rapidement se retrouver à communiquer sur 2-3 supports. Un petit peu ce qu'on a en radio et qui fonctionne très bien en radio, qui fonctionne très bien, qui fonctionnait, qui fonctionne et qui continuera de fonctionner sur la radio. Moi, je fais partie des irréductibles qui sont fans de radio et qui sont persuadés que la radio a énormément à jouer dans le mix média futur. Ça, j'en suis persuadé, tout comme l'audio digital, évidemment. Et donc, pour être plus efficace et totalement efficient, la seconde possibilité, c'est d'automatiser les process. Et donc automatiser les process, premièrement, ça va passer par équiper les éditeurs d'un ad server pour leur permettre d'adserver leur campagne, d'automatiser leurs inventaires, leur flux d'inventaire. Comment est-ce qu'on peut fonctionner là-dessus ? Premièrement, je le disais, on va aller donc ad server to ad server, taper les ad serveurs des éditeurs et tout simplement donc entrer dans un process d'automatisation des flux qui n'est pas programmatique pour le moment, et le programmatique arrive en position 3, on va dire, grosso modo. La troisième manière de faire, c'est le programmatique audio où les inventaires vont être disponibles sur ce qu'on appelle des SSP, des Supply Side Platforms. Les principaux SSP aujourd'hui qui font de l'audio sur le marché français, ce sont Rubicon principalement, Triton Digital, Adwiz également, qui est un SSP qui est plutôt bien branché sur le marché. Et donc en tant qu'acheteur, il suffit de me brancher sur un DSP, une Demand Side Platform, d'aller du coup me brancher aux différents SSP qui me permettent d'avoir accès aux inventaires et en programmatique de lancer des campagnes totalement automatisées. Et du coup, est-ce que tous les acteurs comme toi proposent ces 3 modes d'achat, ou d'ailleurs, est-ce que toi tu proposes ces 3 modes, ou quel est le mode que tu utilises le plus aujourd'hui ? C'est du gré à gré, j'imagine, ou tu commences à équiper ton réseau pour pouvoir justement automatiser tes flux. J'imagine quand on vient te voir, tu as un réseau déjà branché techniquement, quoi. Exactement, ouais. Donc nous, pour le coup, on fonctionne de 2 manières différentes. La première, elle va être en programmatique, principalement sur les environnements plateformes de streaming et web radio. Donc, qui sont les environnements branchés en programmatique aujourd'hui sur le marché. Et donc, pour le reste de l'audio digital et principalement pour le podcast, là-dessus, on n'est pas branché en programmatique. Donc, la logique, ça va être de fonctionner sur le deuxième point que je vous évoquais auparavant, c'est-à-dire d'automatiser le flux sans être en programmatique et donc avoir du gré à gré automatisé. Ad server to ad server, aller taper les technos branchés côté éditeur et du coup avoir accès à leurs inventaires et pouvoir les proposer à mes clients. Et là-dessus, tu le disais très bien, moi un client, un annonceur, lorsqu'il vient chez Audion, il a accès donc à tout un tas de technologies. La DCO, ça en fait partie. La mesure également après campagne, analyse du trafic en point de vente avec des tiers de confiance, post-test marketing également avec des tiers de confiance, reporting en data visualisation, la DCO, je le disais, mais il va également avoir accès à un reach qui est consolidé et qui est globalisé, dans le sens où via nos technos ou via des partenariats qu'on a avec des DSP, on est capable d'agréger l'ensemble du flux disponible en programmatique. Derrière, et notamment pour le podcast, il y a énormément de volumes qui ne sont pas branchés aujourd'hui.
podcast est sur une base flux RSS qui fait que aujourd'hui il est très compliqué d'aller programmatiser tout ça parce qu'il y a des contraintes techniques qui ne sont pas encore levées. Aujourd'hui, je suis capable en gré à gré d'avoir accès aux principales marques de podcast en France, que ce soit du replay radio, que ce soit du podcast natif, voire du podcast indépendant, et donc de créer une sorte d'ad network grosso modo. Et on va être également capable, avec nos technos en interne, d'aller équiper certains podcasteurs, certains éditeurs avec des technos qui vont leur permettre d'automatiser leur flux. Et donc du coup le résultat en tant qu'auditeur, moi par exemple Mathieu, j'écoute RTL en replay, j'ai une coupure pub audio d'un annonceur X, Laurent 1 heure après écoute la même émission en replay, il va avoir une coupure pub avec un annonceur Y, on est d'accord? Ouais, absolument, ouais. Ok, très clair. Super clair, merci beaucoup. Alors, comment se passe la gestion de campagne ? On va bosser principalement avec les agences médias aujourd'hui. C'est un petit peu le modèle qu'on retrouve sur le digital au sens large, hein, et même sur le offline. On va bosser avec les agences médias pour le compte de leurs annonceurs. Donc très clairement, comment ça se passe ? Demain, j'ai un de mes sales ou moi-même qui va commercialiser une campagne audio digitale. On va recevoir les différents éléments de la part de l'agence / l'annonceur qui sont donc la bannière qui va être diffusée au moment, donc qui va être affichée au moment de la diffusion du spot. Cette bannière est cliquable et traquable tout au long de la campagne. On va recevoir le spot. Donc, deux façons de fonctionner là-dessus. Soit le spot nous est envoyé par l'annonceur directement, soit on va partir en production avec notre studio de production pour aller produire un spot. Lorsqu'il s'agit de DCO, notamment, c'est ce qu'on fait parce qu'il faut produire un spot générique, il faut produire différentes variables. Si je prends un exemple, on a effectué une campagne pour un annonceur de l'automobile il y a peu de temps où on avait à peu près 300 variables de géolocalisation qui correspondait aux concessions de ce dernier. Il a fallu enregistrer le spot de 20 secondes générique et d'enregistrer les 300 variables qui sont ensuite intégrées dans la plateforme. Et au moment de la bid request, on reçoit la géoloc et la plateforme, via son algorithme, va aller assembler les bonnes variables et les diffuser. Donc ça, c'est une manière de fonctionner, gérer la production lorsque l'annonceur en a besoin, évidemment, lorsqu'il n'a pas d'assets. Et derrière, on va lancer la campagne avec les différents éléments qu'on aura définis au cours du brief. Les dates de la campagne, le nombre de spots diffusés en fonction de la négociation qu'on a appliquée avec ce dernier, les ciblages, first, third, géolocalisation ou pas, la mesure, que ce soit du post-test marketing, de la mesure de trafic en point de vente, gérer de notre côté au niveau de l'ad server les remontées des datas de diffusion, le nombre de spots diffusés, la zone géographique où ils sont diffusés, les villes, etc. pour avoir des reporting enrichis avec les taux de clic et les taux d'écoute. Et au quotidien, nos média traders ont pour mission d'accompagner les clients et de leur faire des reportings au jour le jour. Lorsqu'on est dans un modèle qui est totalement automatisé, que ce soit du programmatique ou du gré à gré automatisé, on va fonctionner en temps réel. On peut avoir une campagne qui va performer un matin et qui va moins bien performer l'après-midi. Donc il faut que nos média traders soient au fait de ces variations de diffusion et puissent les rattraper la minute d'après ou le lendemain, de façon à ce que la diffusion se fasse correctement et qu'on ne se retrouve pas tout simplement avec un capping qui va être sensationnel où l'auditeur va se retrouver à écouter 10 fois le même spot au cours d'une journée, ou avec en fin de campagne un média trader qui se rend compte que 60% de son volume n'a toujours pas été diffusé et qu'il lui reste 3 jours pour diffuser tout ça. Donc une des problématiques et un des éléments sur lesquels je pousse mes média traders en tant que cofondateur de la structure, et c'est la même chose pour Arthur, c'est vraiment de gérer au quotidien la diffusion des campagnes pour qu'on soit le plus irréprochable possible et que nos annonceurs aient les meilleures campagnes audio digitales du marché. Tu peux nous donner le mode d'achat ? Le mode d'achat, il est très simple. C'est ce qu'on observe sur le digital. On est au CPM. Donc, on va acheter au coût par 1000, tout simplement. Très clair. Mathieu ? Ouais, j'ai une question bête, mais ici, quand je suis une marque, globalement, je dois avoir 3 à 4 grands objectifs. Marketing, c'est de la notoriété, de la génération de trafic, de la conversion, que ce soit online ou offline. Déjà, ma première question, c'est est-ce que l'audio digital peut répondre à ces 3 problématiques ? J'imagine que oui, mais je voudrais juste que tu nous confirmes.
Répondre à ces 3 problématiques, oui et non. Disons que l'audio digital, on est surtout sur du branding et de la notoriété. On n'est pas sur de la perf pure et dure. Au même titre que la radio, que l'audio offline, au final. Alors évidemment, l'audio offline, on sait qu'on peut générer du trafic en point de vente, en concession, avec une campagne radio de façon très simple. En revanche, on est incapable de le prouver de manière très factuelle, très pragmatique. Et on le sait, moi, dans mon historique, j'ai eu beaucoup de directeurs commerciaux de marques automobiles qui me disaient, lorsque je vendais de la radio, évidemment, dans ma vie d'avant, qui me disaient, sur des campagnes, on essayait pas mal de choses, des formats innovants, via du digital, etc., des opérations spéciales et tout. Et on se rendait compte d'un truc, c'est que nos voitures, nos bagnoles, on n'arrivait pas à les vendre en fait. Elles se vendaient moins bien que d'habitude. Donc on se posait la question et à chaque fin de campagne, ce que faisaient ces acteurs de l'auto, ils allaient lancer une campagne audio qui était généralement repiquée sur les zones qui étaient sur lesquelles il y avait des promos, des journées portes ouvertes, etc. Et comme par magie, ces directeurs commerciaux se rendaient compte que en fait les voitures se vendaient beaucoup plus et ils arrivaient à écouler les stocks de cette manière-là. Alors en revanche, la limite, c'est qu'on est incapable de prouver par des chiffres et de manière factuelle ce qu'apporte l'audio digital, l'impact d'une campagne offline. Donc au même titre que la radio, l'audio digital est vraiment sur de la notoriété pure et dure. On peut avoir des exemples. On en a chez Audion de campagnes qui nous ont permis de télécharger un nombre assez satisfaisant pour un annonceur d'applications. Via des analyses de trafic en point de vente, on se rend compte qu'on a des taux d'uplift qui sont assez similaires à ce qu'on observe en display ou en vidéo. Des visiteurs incrémentaux qui, de la même manière, vont être assez similaires que sur les campagnes au digital au sens large. Mais évidemment, l'insight, le KPI, enfin du moins l'objectif, c'est plutôt l'objectif d'une campagne audio digitale, ça va être de la notoriété et du branding. Et donc du coup, on va retrouver des KPI qui sont similaires aux actions de branding, display, vidéo, etc. Exactement. Pour mesurer la mémorisation. Cible, la mémorisation, etc. C'est ça. Mais tu peux quand même avoir des mesures post-test qui permettent d'évaluer l'apport en point de vente. Exactement. Ou la performance in fine, quoi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qu'on essaie de porter chez Audion depuis notre lancement. En fait, lorsqu'on s'est lancé, donc je vais pas refaire le discours et on en a parlé sur les questions d'avant. On s'est dit, la croissance, on l'observe, les inventaires sont là, les annonceurs n'y vont pas forcément. Pour quelles raisons ? Un des principaux freins était bien sûr la mesure. Et on s'est dit avec Arthur, comment est-ce qu'on arrive à apporter de la mesure dans tout ça, de la mesure pragmatique, impactante, efficace, qui nous permet de comprendre si une campagne a fonctionné en fait, de façon très simple. On s'est rendu compte d'une chose, c'est de notoriété publique, l'audio digital est surconsommé sur le mobile. On a à peu près 80%, et ça dépend des éditeurs, de l'audience qui est faite sur le mobile. Et grâce au mobile, et grâce à des partenariats qu'on a avec des tiers de confiance, on est capable de réconcilier le mobile avec des datas qui ne sont pas les nôtres, ce n'est pas notre travail, on bosse bien sûr là-dessus avec des tiers de confiance. On est capable d'aller mesurer le trafic en point de vente, qui nous permet donc d'avoir un nombre de visiteurs incrémentaux, un temps passé sur site, un taux d'uplift aussi, qui permettent à des retailers de comprendre si oui ou non la campagne a fonctionné. Et derrière, on est capable également, sur le même modèle, d'aller lancer des post-tests marketing qui vont nous permettre de mesurer les KPI de mémorisation, d'agrément et d'intention de visite sur site ou de visite en point de vente. Donc la mesure, c'est un sujet qui est primordial en audio digital, mais pas que. Ça a été un sujet qui était primordial sur le display, qui était primordial sur la vidéo, et ce sera la même chose sur l'audio digital, et c'est ce qu'on s'efforce de porter chez Audion. Si tu avais 3 conseils à donner à un annonceur, qu'est-ce que tu pourrais partager en fait ? Premier concernerait la créa et essayer d'avoir une création qui va être adaptée à l'expérience utilisateur, qui va être adaptée à l'audio digital. L'exemple le plus flagrant reste évidemment le podcast, où aujourd'hui il est très compliqué d'aller
apposer un spot radio classique sur un contenu qui possède une telle immersion, qui apporte une telle immersion à l'auditeur. Le but du jeu, c'est clairement de respecter l'expérience utilisateur. Est-ce que l'utilisateur continue de consommer de l'audio digital ? Et pour ça, il faut avoir une créa qui va être totalement adaptée. Ce qui nous fait sortir du modèle offline dans lequel on va récupérer un spot classique pour le mettre sur de l'audio digital. Moi, mon conseil, c'est vraiment de travailler sur la créa à 100%, c'est primordial. Le second conseil, ce serait de ne pas avoir peur d'innover. On a de la chance d'être sur un média qui nous permet de faire des choses qui sont impossibles sur du offline. Je parlais tout à l'heure de DCO ou comment je vais adapter mon spot en fonction du contexte de l'auditeur. Moi, en tant que consommateur, demain, je me promène dans la rue, j'écoute ma plateforme de streaming, ma web radio, mon replay podcast. Potentiellement, je vais avoir un spot qui va me dire rends-toi dans la concession la plus proche en me citant le nom de la concession, qui va m'annoncer la météo, qui peut m'annoncer un moment de la journée. Ça peut être une heure de la journée, ça peut être la cote du match du PSG de ce soir, tout simplement. Et puis le troisième conseil, c'est le reach, c'est d'avoir le reach le plus étendu possible. En ayant ce reach, ça nous permettra d'avoir les campagnes les plus efficaces possibles. Eh bien écoute, super. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, c'était très clair en tout cas pour moi qui étais novice sur le sujet. Je trouve qu'on a bien couvert l'ensemble des problématiques. Je trouvais ça fort intéressant. J'espère que ça a intéressé les auditeurs de Banous. Donc merci Kamel en tout cas pour merci à vous. ces précisions. Merci beaucoup Kamel. Et écoutez, merci d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, etc. Enfin, les phrases traditionnelles de fin de podcast. Et nous, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.